propose maintenant d'évoquer l'assistance stratégique multimodale en oncologie gynécologique pelvienne avec Lise Lecointre qui va nous présenter son projet. Merci. Bonjour à tous. Un grand merci pour cette invitation. Donc moi, je suis chirurgien gynécologue à Strasbourg et je vais vous présenter un projet qui est pour l'instant à l'état in vivo animal et qui, j'espère, va arriver chez la femme. Je vous replace juste le contexte. Donc, dans ma spécialité, je me suis intéressée plutôt au cancer de l'endomètre. Je fais plutôt de la chirurgie oncologique, gynécologique. C'est très fréquent. Ça survient chez des patientes qui sont plutôt âgées et qui surtout sont très obèses. Et l'intérêt de cette pathologie, c'est que 80% de ces cancers sont de stade précoce, donc accessibles à un traitement chirurgical qui va comporter l'ablation de l'utérus, des ovaires, mais surtout une lymphadenectomie sentinelle. Le ganglion sentinelle, la procédure du ganglion sentinelle, elle s'intègre dans ce contexte aujourd'hui de désescalade thérapeutique et ça constitue un véritable défi. La procédure du GS, elle a été développée pour obtenir une information ganglionnaire fiable, mais sans compromettre le pronostic oncologique. Ça permet aussi une analyse anatomopathologique qui est bien plus sensible que les analyses standards. Et l'enjeu pour tous les cancers, c'est de ne pas surtraiter les patientes qui n'ont pas de métastase ganglionnaire et, à contrario, ne pas sous-estimer cet envahissement métastatique. Et j'ai choisi, en fait, on a commencé ce projet centré sur le ganglion sentinelle parce qu'en fait, c'est un besoin clinique qui n'est pas satisfait, mais dont les indications ont considérablement été élargies ces dernières années, et notamment dans des recommandations internationales. Le GS parce qu'il y a jusqu'à 35% encore d'échecs de détection, notamment bilatérales, parce qu'on connaît la morbidité de ces curages complets que l'on impose à nos patientes, et surtout parce que sa situation anatomique en rétropéritonéale est donc fixe, nous offrait de belles perspectives en termes d'identification de chirurgie guidée par l'image, d'autant que sa détection s'effectue par chirurgie mini-invasive. Rapidement, les techniques d'identification aujourd'hui du ganglion sentinelle, c'est le bleu patenté en paire opératoire versus combiné à une méthode isotopique avec l'injection d'un composant radioactif la veille de l'intervention. Et aujourd'hui, le gold standard international, pas du tout en France, c'est le verre d'indocyanine que l'on injecte le jour de l'intervention au niveau cervical. Il y a des algorithmes de détection, tout le monde essaye d'améliorer ces taux de détection. Mais pour l'instant, les 35% de détection, d'échecs de détection, ça me semble énorme. Et la chirurgie mini-invasive, là, en tout cas la chirurgie robot-assistée qui prend un plein essor en France, et notamment en chirurgie gynécologique. Et d'un point de vue un peu plus marketing, le marché du traitement des cancers de l'endomètre, c'est 26 milliards dans le monde. Et celui de l'activité robotique, il est à peu près de 3 milliards. Alors néanmoins, on a des situations effectivement très difficiles. Pourquoi on a ces échecs de détection? Parce que le manque d'expérience, c'est quand même la première cause rapportée dans la littérature. On injecte dans le col de l'utérus et non pas dans la tumeur, ce qui peut être différent effectivement des cancers du sein, des cancers ORL. On peut enlever des ganglions qui sont vides finalement, ou de deuxième et troisième échelon. Ce sont des patientes obèses qui finalement, ou des situations pelviennes profondes, les ganglions sont extrêmement difficiles à identifier et rendent le pronostic du coup oncologique l'altère en tout cas, et le manque d'équipement que l'on a en France, c'est cher, une colonne d'ICG, surtout que le verre d'indocyanine n'a pas d'indication, n'a pas l'AMM dans cette indication en France. Un des principaux écueils dans l'utilisation de ces méthodes colorimétriques, c'est la pollution visuelle du champ opératoire qui finalement va rendre ces procédures qui sont extrêmement difficiles, longues, fastidieuses et finalement une détection qui est clairement aléatoire. Et puis on a, même avec ces procédures de désescalade thérapeutique, ce qui n'inclut pas la désescalade chirurgicale, des complications péropératoires avec notamment des plaies de structure anatomique voisine, et dans le curage pelvien, c'est essentiellement artères et veines iliaques externes.
Alors, si ni l'expérience de l'opérateur, ni les connaissances anatomiques, ni le respect des algorithmes de détection ne permettent d'empêcher ces échecs de détection, eh bien, nous avons imaginé une solution technique pour améliorer, faciliter en tout cas l'identification de ce ganglion sentinelle en développant un système de guidage opératoire. Donc, nous avons une des principales étapes pour faire de la réalité augmentée concerne la localisation spatiale de la caméra. On connaît tous les systèmes optiques, électromagnétiques qui sont sujets à de nombreuses incertitudes, qui sont souvent non compatibles avec nos blocs opératoires. Eh bien, nous avons fait donc la première hypothèse, c'était qu'un bras robotisé pouvait assurer la localisation spatiale de la caméra. Et plus précisément, nous avons choisi l'endocobot d'Axylum Robotique, qui est basé sur un UR5, qui est une variante en fait de la stimulation magnétique transcrânienne et qui qui est marqué CE et FDA. Donc ça, c'était déjà un premier point. Et c'est un bras que l'on va utiliser en mode collaboratif passif. C'est un bras électromécanique qui est commandé par ordinateur et qui est basé sur une technologie robotique collaborative. Nous avons fait des campagnes de mesure et nous nous sommes rendus compte que finalement, la précision dans nos recalages que je vous montrerai après était 3 fois plus importante avec l'endocobot versus les systèmes de marqueurs optiques. Et surtout, cette précision, elle était valable et efficace dans l'espace de travail, mais également au-delà de cet espace de travail. Donc pour confirmer un petit peu cela en situation réelle, nous avons voulu challenger ce bras robotisé et donc le mettre en conditions réelles. La première chose que nous avons dû faire, c'est que ce bras robotisé ne permettait pas le port d'un endoscope. Donc nous avons créé une pièce porte-endoscope avec, là vous pouvez le voir en bas à gauche, une bague bleue qui permet en fait quand même un système d'extraction rapide de l'endoscope dans son axe en cas d'urgence. Nous avons simulé un ganglion sentinelle sur un modèle porcin, puisque le modèle porcin était indemne de pathologie carcinologique. Après, effectivement, des méthodes de segmentation, puis de reconstruction 3D, nous avons évalué l'ergonomie de ce bras robotisé. On le voit sur la vidéo. Et en fait, ce qui est important, c'est que ce bras robotisé, il fonctionne en mode free drive, c'est-à-dire que j'avais désactivé les fonctions autonomes de ce bras. Le bras, c'est moi qui le pilote de façon continue. Donc nous avons validé de façon en in vivo en conditions opératoires. Alors pour mettre en challenge déjà l'utilisation de ce bras robotisé, nous nous sommes mis en conditions extrinsèques, qui sont les conditions qui sont validées dans la littérature, qui sont extrêmement confortables, qui sont des fois très souvent peu compatible avec une généralisation en tout cas dans nos blocs opératoires. Mais on voit sur cette vidéo, sur modèle porcin, une parfaite superposition des structures anatomiques qui sont nécessaires à voir au moment de cette lymphadenectomie sentinelle, c'est-à-dire l'urtère en orange, le ganglion en jaune et puis le système vasculaire artério-veineux. L'évaluation de cette première, en tout cas de ce premier recalage extrinsèque était tout à fait satisfaisante avec des méthodes de recouvrement, donc un taux de superposition entre le ganglion que l'on a visualisé en réalité augmentée et celui que l'on avait en vision directe qui était de plus de 90% avec un taux de débordement qui était inférieur à 6% et puis une méthode un peu plus précise que l'on a appelée la méthode des barycentres normalisés. Cela veut dire en fait que les résultats étaient extrêmement satisfaisants. Les deux barycentres de réalité augmentée étaient inclus dans la surface visible. Et puis nous avons interrogé des chirurgiens, parce qu'on reste quand même des chirurgiens, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, en tout cas les chirurgiens ont rapporté une véritable aide, sans bien sûr jamais les remplacer, une amélioration significative dans la vision des structures avec ce modèle d'assistance à la réalité augmentée, que ce soit pour les ganglions sentinelles, les urtères ou les vaisseaux. Néanmoins, ce premier système de recalage extrinsèque nécessite l'utilisation d'un imageur pair opératoire. Moi, je n'ai pas de salle hybride à Strasbourg dans mon CHU. L'utilisation d'une mire bimodale, ce qui est extrêmement contraignant pour le modèle. Et en gynécologie, on opère en Trendelenburg, c'est-à-dire que les recalages étaient à chaque fois soumis au mouvement et au déplacement du sujet. Donc à chaque fois, il fallait recommencer les calculs, ce qui était extrêmement chronophage et incompatible avec une généralisation de ce système. Donc là, je vais vous présenter un système de recalage intrinsèque, donc c'est-à-dire qu'à partir de la cible identifiée dans l'image préopératoire et celle visualisée dans la caméra endoscopique, dans un repère fixe,
du patient. On a calculé un recalage intrinsèque et ce qui est très important, c'est que ça nous a permis d'avoir un modèle de réalité augmentée en temps réel, en continu, mais surtout l'avantage de cet algorithme-là, c'est quel que soit le déplacement de la caméra, c'est-à-dire que dès que nous bougions la caméra, le recalage était vraiment à chaque fois en temps réel. On n'était pas du tout limité dans nos mouvements de caméra endoscopique. Là, je vous présente l'algorithme qui vient d'être breveté et qui vient d'être publié. Et donc, à partir des données préopératoires scanographiques, on réalisait une squelettisation. Et le chirurgien, c'est-à-dire j'ai annoté en direct live sur un écran tactile de façon bilatérale les artères iliaques externes selon différents points de vue et on a créé un système de recalage interactif préopératoire péropératoire qui nous permettait ensuite de détecter le ganglion sentinelle. Là c'était un focus sur le rendu volumique, c'est un algorithme aussi automatisé pour permettre d'améliorer le temps nécessaire à la squelettisation et à la segmentation qui sont également chronophages et en fait il suffisait juste de faire un focus de la zone d'intérêt spatialement. L'évaluation était excellente. Alors ça, c'était sur modèle artériel humain imprimé en 3D, qui était visuellement submillimétrique. Et finalement, l'intérêt de cet endocobot, les intérêts sont multiples et évolutifs et il porte vraiment en lui les fonctions d'un porte-endoscope intelligent et on peut imaginer des algorithmes de télémanipulation, l'obtention d'une réalité augmentée en temps réel en continu, un suivi qui est facilité des déplacements et ou des déformations de structure, tout cela pour avoir des recalages qui sont extrêmement précis et en particulier ce recalage intrinsèque. Donc nous sommes prêts pour l'étude clinique, nous sommes prêts à décoller, il me manque juste un petit détail, c'est le carburant financier, avis aux investisseurs. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment Lise Lecointre pour cette présentation extrêmement complète et tout à fait passionnante et qui montre qu'effectivement l'avenir de votre technologie. Donc si vous avez envie d'investir, pour ceux qui pourraient, on fait une pause dans 10 minutes à peine, donc ça sera l'occasion.